Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez fascinante, je trouve, à partir de lectures qu'on a reçues. On va regarder comment guérir autrement, un peu à la croisée de la science et, disons, de la spiritualité. Oui, tout à fait. On va examiner de près les idées de penseurs comme Joe Dispenza, Deepak Chopra, Bruce Lipton, et il y en a d'autres aussi dans ces sources. Mhm. La question centrale qui revient tout le temps, c'est est-ce que la guérison, c'est juste l'affaire de la médecine classique, ou bien est-ce que nos pensées, nos émotions, notre énergie, elles ont vraiment leur mot à dire? C'est exactement ça. Notre but aujourd'hui, c'est un peu de défricher tout ça, d'extraire l'essentiel pour mieux comprendre notre santé, quoi. Alors, on y va? Absolument. Et ce qui est frappant d'emblée dans ces documents, c'est vraiment cette vision où le corps et l'esprit, ils sont totalement liés. Ils ne font qu'un. D'accord. L'idée, c'est pas seulement de traiter les symptômes en surface, mais vraiment de s'attaquer aux racines du problème. Hmm. Et selon ces auteurs, ces racines, elles sont souvent logées dans notre état intérieur, dans nos croyances, nos émotions. Ok, commençons par ça alors. Le pouvoir de l'esprit, ça revient beaucoup dans les sources. Joe Dispenza, par exemple, il avance que nos pensées peuvent carrément remodeler notre biologie. Oui, c'est une idée forte. Et Bruce Lipton, lui, il va même peut-être plus loin. Il dit que nos croyances subconscientes, plus que nos gènes en fait, piloteraient nos cellules. Mhm. C'est ça. Et puis il y a aussi Peter Crone. Lui, il met le doigt sur ce qu'il appelle les histoires non guéries. Des trucs du passé, des traumatismes, des schémas, qui seraient source de mal-être physique aujourd'hui. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment ces différentes approches, euh, elles convergent finalement. L'idée centrale, c'est que notre mental, nos croyances, ce sont de vrais leviers de guérison. D'accord? Pour Dispenza, il faut changer consciemment ses pensées, faire un effort volontaire. Pour Lipton, le travail, il est plus au niveau du subconscient. Il faudrait le reprogrammer en quelque sorte. Comment on fait ça d'ailleurs? Alors, les sources mentionnent souvent des outils comme la méditation, la visualisation, ou même l'EFT, tu sais, les techniques de libération émotionnelle. Ah oui, le tapotement là. Voilà, c'est ça. On tapote certains points d'acupuncture pour libérer des blocages émotionnels. Et pour Crohn, il s'agit de démanteler ces fameuses histoires, ces empreintes du passé qui nous limitent. D'accord. Donc, l'esprit, les pensées, les croyances, c'est clé. Mais d'autres auteurs dans les textes insistent sur une autre dimension là, la conscience et l'énergie. Je pense à Deepak Chopra par exemple. Oui, Chopra. Lui, il voit le corps pas du tout comme une machine biologique, mais plutôt comme un champ d'information et d'énergie, un champ qui vibre lié à la conscience. À champ d'énergie. Oui, et Greg Braden, qui est aussi cité, il met en lumière le rôle du cœur, pas juste l'organe, mais comme un centre énergétique hyper important. Il parle de la cohérence cœur-esprit. La cohérence, cœur-esprit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est un état d'harmonie en fait. Un état qu'on peut même mesurer entre le rythme cardiaque, la respiration et les ondes cérébrales. Et cet état d'harmonie, il semble favoriser l'équilibre général du corps, son autorégulation. Ah, d'accord. Donc, ça ne suffirait pas de penser différemment, il faudrait aussi atteindre un certain état intérieur, une sorte d'alignement énergétique, c'est ça? C'est tout à fait l'idée, oui. En cultivant cet équilibre esprit-corps-âme, chez Raj Chopra, ou cette cohérence cardiaque dont parle Braden, on activerait nos propres capacités d'auto-guérison. Et comment on y arrive? Les sources donnent des pistes? Oui, elle suggère des pratiques comme la pleine conscience, être vraiment présent à ce qui se passe, ou alors des techniques de respiration spécifiques pour justement induire cette cohérence. Intéressant. Et puis, il y a aussi toute la dimension émotionnelle et spirituelle. Ça ressort beaucoup des documents aussi. On pense aux travaux de Kelly Turner sur les rémissions dites radicales. Ah oui, les guérisons miracles, enfin inexpliquées par la médecine classique. C'est ça. Elle a identifié des points communs chez les personnes qui ont vécu ça. Oui, et c'est passionnant. Elle parle de facteurs comme reprendre le contrôle de sa santé, ne plus être passif, écouter son intuition profonde, cultiver activement des émotions positives, genre la joie, la gratitude. Et la spiritualité aussi, non? Oui, et souvent développer une forme de connexion spirituelle personnelle. Peu importe laquelle d'ailleurs, c'est très individuel. Marianne Williamson, une autre voix présente dans ses lectures, elle va un peu dans ce sens aussi, j'ai l'impression. Elle parle de l'amour et du pardon comme des médicaments, presque. Tout à fait. Pour elle, pardonner, se pardonner soi-même, pardonner aux autres, s'aimer, aimer les autres, ça peut vraiment transformer notre état intérieur. Et ça aurait un impact direct sur notre corps, sur notre physiologie.
C'est fort. Et puis il y a Michael Beckwith qui apporte une autre lumière là-dessus. Il invite à voir la maladie non pas comme une punition ou une fatalité, mais comme un message, une opportunité de regarder en soi, de grandir. Une opportunité de transformation. Exactement, il pose la question, qu'est-ce que cette épreuve, cette maladie, essaie de nous apprendre sur nous-mêmes? C'est une perspective assez puissante quand même. Si on relit Turner, Williamson, Beckwith, il semble que tout notre paysage intérieur, émotionnel, spirituel, notre capacité à aimer, à pardonner, à trouver du sens, à suivre notre intuition, soit vraiment un acteur majeur de notre santé physique, d'après ces auteurs en tout cas. Exactement. Et ça nous amène à une question essentielle pour chacun, je pense. Quelle place on accorde réellement à ces dimensions-là, émotionnelles, spirituelles, intuitives, dans notre propre approche de la santé et du bien-être? On y pense vraiment. C'est vrai. Alors, si on essaye de synthétiser un peu les messages clés qui ressortent de cette analyse des sources qu'on nous a fournies, la guérison, ça semble vraiment dépasser la simple disparition d'un symptôme. Oui, c'est plus profond. Ce serait plutôt un réalignement global. Esprit, cœur, énergie, émotion, tout ça ensemble. Les pistes qu'on a vues sont variées, méditer pour calmer le mental, reprogrammer peut-être des croyances qui nous limitent, Cultiver la cohérence du cœur. Pardonner, comme disait Williamson. écouter son intuition, comme le suggère Turner, croire aussi en sa capacité innée à guérir, à se régénérer. En gros, il s'agirait de retrouver une sorte d'harmonie intérieure, c'est ça, Belveline? C'est tout à fait ça. Une harmonie entre nos pensées, nos émotions, nos aspirations profondes. D'accord. Et peut-être, pour finir, une petite réflexion à emporter qui découle de tout ça. Si ces principes de guérison, centrés sur la conscience individuelle, l'énergie, l'émotionnel, comme on les trouve dans ces textes, si ces principes étaient intégrés plus largement dans notre société, Hmm. comment est-ce que ça pourrait transformer non seulement nos systèmes de santé actuels, mais aussi notre rapport collectif au bien-être, à la prévention et même au sens qu'on donne à la maladie? Ça ouvre des perspectives, non?